Service des secours. À quelle adresse se trouve l'urgence? Sur Cook Street, il y a un jeune homme qui a l'air inconscient. À quel numéro? Au 47-58. Pardon? Au 47-58. Au 47 Cook Street. Oui, Dans quel secteur? Barking. Je ne sais pas s'il s'est évanoui, s'il a fait une attaque ou s'il est juste ivre. Vous appelez depuis quel numéro de téléphone? Je dois retourner à ma voiture. Je dois la récupérer sur le parking. Ne vous inquiétez pas. Depuis quel numéro appelez-vous? Allô? 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 Et ici le service des secours. On a été coupé. Pouvez-vous me confirmer la localisation? Je viens juste de repartir. Où se trouvait le jeune homme? Sur Cook Street. À quel numéro? Je sais pas, j'ai pas regardé. Vous m'avez dit au 47 tout à l'heure. Oui, au 47, c'est ça. Vous savez s'il était conscient? Non, Vous savez s'il respirait? non, non. Je m'appelle Anthony Neal et j'étais le premier secouriste du service ambulancier à arriver sur les lieux. J'ai fait le tour du quartier. Il y avait pas mal de voitures en stationnement, mais je n'ai vu personne. C'était désert. Donc j'ai rappelé le central pour qu'il recontacte la personne qui avait signalé l'incident afin d'obtenir une localisation plus précise. Allô? Service des secours. Désolé de vous déranger à nouveau. Vous êtes sûr que ce jeune homme se trouvait bien sur Cook Street? Oui, tout à fait. Je suis passé devant lui et c'était bien sur Cook Street. D'accord, je voulais juste m'en assurer. Merci pour votre aide et encore désolé de vous avoir dérangé. Devant le deuxième immeuble, j'ai cru voir des sacs poubelles contre la porte d'entrée. Je me suis rendu compte que c'était en fait un homme. Il était assis en tailleur, le dos droit, appuyé contre le mur. Au départ, je ne voyais pas son visage parce qu'il portait une capuche. Puis quand je l'ai vu, j'ai su qu'il était décédé. J'ai tout de suite vérifié son pouls, mais j'ai senti la rigidité cadavérique au niveau de sa mâchoire. Il avait le regard vide. Il était mort depuis plusieurs heures. Puis j'ai reculé. Tout ça me paraissait très étrange. C'était suspect. Alors j'ai appelé la police pour préserver la potentielle scène de crime. À la fin de mon service ce matin-là, un collègue m'a redéposé chez moi en voiture. J'ai traversé la rue. Il y avait des policiers partout. Je m'appelle Glenn et j'habite à Barking. Je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, mais j'ai tout de suite dit « Qui est mort ?» Le policier m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'habitais sur Cook Street. Il m'a emmené voir l'un de ses collègues et il m'a demandé si je connaissais Stephen Porte. Je lui ai dit, c'est mon coloc, je dors sur son canapé. Il m'a demandé, vous savez où il est? J'ai dit, il doit dormir, je ne sais pas. Je viens de rentrer du travail, vous m'avez vu arriver. Puis ils ont voulu que je les conduise à l'appartement.
Le nom de Stephen Port a été mentionné assez rapidement, parce que c'est lui qui avait appelé les secours. Je m'appelle Parm Sandhu et j'étais commissaire divisionnaire de la police de Londres. Lors du premier appel, Stephen Port a dit qu'il était passé en voiture devant un jeune homme et qu'il pensait qu'il avait fait une attaque. Je ne sais pas s'il s'est évanoui, s'il a fait une attaque ou s'il est juste ivre. Depuis quel numéro appelez-vous? Allô? Ils ont tracé l'appel et ont pu remonter jusqu'à une adresse et un véhicule. C'est comme ça qu'ils ont identifié Stephen Port. Stephen était couché. Il dormait, donc je suis allé le réveiller pour lui dire que la police était là. Il a été interrogé. Je l'ai entendu dire qu'il revenait du travail quand il a vu ce jeune homme dehors. Il a essayé de le réveiller en lui donnant des claques, mais il n'a pas réussi. Alors il a appelé les secours. Je suis Sarah Sack, la maman d'Anthony Walgate. Anthony était très extraverti, très drôle. C'était un très bon ami. Quand il était votre ami, il le restait pour la vie. Il étudiait la mode et le design. Il avait réussi à obtenir une place à l'université de Londres et il avait emménagé là-bas. Il adorait cette ville. Il revenait à Hull de temps en temps, mais il disait que c'était Sleepy Hollow. Il nous disait « Je ne sais pas comment vous faites pour vivre ici. Tout le monde est tellement lent, c'est tellement calme. » Il voulait rester à Londres. J'étais en vacances en Turquie. C'était notre dernière soirée. J'ai rallumé mon téléphone. J'avais une cinquantaine d'appels manqués, des textos, des centaines et des centaines de messages me disant « Rappelle-nous, il s'est passé quelque chose. » Alors j'ai appelé mon fils et il a dû m'annoncer par téléphone qu'Anthony était mort. Il était jeune, et un jeune ne meurt pas sans raison. Il n'avait aucune blessure, juste du sang autour de la bouche, ce qui me paraissait cohérent avec l'hypothèse de la crise cardiaque. Mais pourquoi était-il assis? S'il avait été agressé, on ne l'aurait pas retrouvé assis. S'il avait trop bu et qu'il s'était étouffé avec son vomi non plus. Donc le fait qu'il était dans cette position depuis probablement plusieurs heures, c'était très étrange. Anthony avait le ventre à moitié découvert. On voyait qu'il avait été traîné par terre. Il avait même des ecchymoses sous les aisselles. Je m'appelle Sebastian Murphy Bates. J'étais journaliste au Barking and Dagenham Post à l'époque. Ses sous-vêtements étaient à l'envers. La braguette de son pantalon était ouverte. N'importe qui aurait trouvé ces détails étranges. Pas besoin de faire partie de la police. On aurait dit que quelqu'un l'avait habillé à la hâte avant de se débarrasser de son corps. Je suis arrivée au Royaume-Uni le lendemain vers 7 heures du matin. J'ai tout de suite appelé le sergent O'Donnell pour lui demander ce qu'il s'était passé. Il m'a dit « Pour le moment, on n'en sait rien. Anthony a été retrouvé mort dans la rue. » Je lui ai répondu « Il a été poignardé, frappé ? On lui a tiré dessus ? Non, rien de tout ça. Il n'a aucune blessure, on ne sait pas. L'autopsie n'a rien révélé. On va demander une analyse toxicologique, mais cela peut prendre quelques semaines. » Je lui ai tout de suite dit « C'est impossible. S'il a de la drogue dans le sang, c'est qu'il s'est passé quelque chose. » Quand on a du mal à expliquer la mort d'un jeune adulte, on pense souvent à une overdose. Mais quand on m'a demandé si, selon moi, il avait fait une overdose, j'ai dit non, parce que sa position ne correspondait pas. S'il avait été allongé au sol, oui, bien sûr.
mais là, ça ne collait pas. Je savais que quelque chose clochait et j'en ai fait part à la police. J'ai dit à Stephen, c'est vraiment triste pour ce jeune homme. C'est rare de retrouver une personne décédée sur le pas de sa porte. C'est tellement triste. Il m'a répondu, j'espère qu'ils trouveront le responsable ou qu'ils sauront s'il a pris quelque chose. J'espère qu'ils découvriront ce qui lui est arrivé. Je suis Ryan Edwards et j'étais l'ami et le voisin de Stephen Porte. J'ai emménagé dans le quartier un peu avant le début de l'été. Quand je suis arrivé en 2005, cet arbre que vous voyez là n'était pas aussi grand que maintenant. Et je pouvais voir la terrasse de l'appartement de Stephen au rez-de-chaussée. Un jour, je suis passé devant et j'ai vu Stephen en train de s'occuper de ses plantes. Donc j'en ai profité pour me présenter. On s'est vite rendu compte qu'on était tous les deux gays. Puis je ne sais plus trop comment on en est venu à se dire que ce serait bien qu'on se revoie. Et les choses se sont faites assez naturellement. Quand je l'ai rencontré, il était plutôt musclé, assez grand. Je mesure 1m65 et lui facilement 1m95. Alors je le regardais comme ça. Ça va? Tu vas bien? Mais c'était vraiment un gentil géant. Il avait une démarche assez particulière, un peu maladroite. Et avec des amis, on a commencé à le surnommer affectueusement le BGG, le bon gros géant, parce qu'il était très grand et qu'il parlait très doucement. Si vous n'engagiez pas la conversation avec lui, il ne venait pas vous parler de lui-même. Stephen n'était pas très sociable. Il préférait rester dans son coin. Je me suis dit qu'on pourrait faire des sorties ensemble et que ça nous permettrait de faire des rencontres. Mais malheureusement, Stephen était très mal à l'aise dans les bars gays. Il n'avait pas l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit. Il se refermait sur lui-même au point où ça en devenait presque insupportable, parce qu'il était fuyant et qu'il était constamment sur son téléphone. C'était à la limite de l'impolitesse. Donc j'ai vite compris que ce type de sortie ne fonctionnerait pas avec Stephen. Et je me suis dit que, finalement, il était préférable de limiter nos palpitantes sorties à un café chez lui ou chez moi. Stephen faisait toujours très attention à son apparence. Il changeait souvent de coiffure. Il me disait « J'aime être beau pour mes petits jeunes ». Et il posait devant le miroir. Un jour, je l'ai surpris et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Je prends la pause ». Il faisait ça. Je lui ai dit « Pourquoi tu fais ça? T'es très bien, arrête !» Il était très orgueilleux. Je présume que Stephen avait une libido exacerbée. Il rencontrait beaucoup d'hommes qui correspondaient tous à un type bien précis. Il me disait souvent « Salut voisin, il faut que je te présente mon nouveau petit jeune ». Il les appelait ses petits jeunes, parce qu'en général, c'étaient des garçons d'environ 19-20 ans, souvent des twinks. Il les choisissait assez minces, imberbes. C'était le style d'homme de Stephen. Anthony Walgate était fauché, comme beaucoup d'étudiants. Alors, emménager dans le nord de Londres, ça a dû lui faire un sacré choc. Tout y est beaucoup plus cher. Donc, de temps en temps, il travaillait comme escorte. Il parlait toujours de ses rencarts à ses amis. Il leur disait où il allait, avec qui, et il était très prudent. Il avait montré à ses amis la photo de profil
de l'homme qu'il s'apprêtait à rejoindre sur le site sur lequel ils s'étaient rencontrés. Il y allait en espérant se faire beaucoup d'argent. Mais il trouvait ça important de prendre des précautions. J'étais convaincue qu'il avait été tué. Je savais que quelque chose clochait. Et ses meilleurs amis aussi. On n'arrêtait pas de le dire à la police. Quelques jours après la mort d'Anthony, un policier a dit à sa meilleure amie, China, d'arrêter de poser des questions. Je lui ai dit, mais China vous a dit avec qui Anthony avait rendez-vous. Elle vous a donné le nom, l'adresse, tout. Non. Ils ont trouvé un flacon de drogue dans le sac d'Anthony. Ils en ont déduit que ce flacon lui appartenait. C'était du GHB. Après avoir fait cette découverte, ils l'ont d'emblée catalogué comme un jeune gay adepte du chemsex. Depuis le premier jour, on a compris qu'ils allaient vite clore le dossier et qu'ils n'avaient pas l'intention d'approfondir l'enquête. Dès que les mots chemsex, gay, activités sexuelles sont associées à une personne, son comportement est stigmatisé. Et parfois, ça influence la manière dont la police mène l'enquête. C'est difficile à entendre, mais c'est la triste réalité. Des erreurs extrêmement basiques ont été commises. Cela met en évidence un problème que l'on rencontre assez régulièrement. Des policiers inexpérimentés interviennent, font des suppositions, puis cherchent des preuves qui confirment leurs suppositions. Dans cette affaire, ils ont supposé que c'était une overdose, alors que beaucoup de preuves suggéraient le contraire. Je m'appelle Honor Doro Townsend et je suis criminologue. Anthony avait montré à une amie la photo de l'homme avec qui il avait rendez-vous. Cette amie est donc allée voir la police et leur a décrit l'homme en question. Puis quand la police lui a montré une photo de Stephen Porte, elle a confirmé que c'était bien lui avec qui Anthony avait rendez-vous. Quand ils lui ont demandé quelle relation il entretenait avec Anthony, il a dit « Je l'ai engagé comme escorte. J'ai paniqué quand j'ai compris qu'il était mort. » Il a avoué avoir déplacé le corps à l'extérieur. Mais la police a l'air d'avoir rapidement compris qu'il leur avait menti en disant avoir paniqué parce qu'il avait un mort chez lui. Stephen Porte était la dernière personne à avoir vu Anthony. Et la police avait l'air de croire tout ce qu'il leur disait, sans se poser de questions. Stephen Porte a donné 3 versions différentes à la police. Au départ, il a dit être passé devant le corps. Puis en fait, non. Il aurait découvert le corps et il l'aurait déplacé parce qu'il bloquait l'entrée de son appartement. Puis il a changé une nouvelle fois de version en disant qu'il avait eu des relations sexuelles avec Anthony et qu'Anthony avait fait une overdose. Il avait promis à Anthony 800 livres la nuit. En tant qu'étudiant fauché, 800 livres pour une nuit, ça fait envie. Et à mon avis, il a sûrement dû se dire, si cette personne peut se permettre de dépenser autant d'argent pour une nuit avec moi, ça doit être quelqu'un d'aisé. Une personne qui a réussi dans la vie. Ça doit être quelqu'un de bien. J'avais plein de questions. Alors j'ai demandé à la police si ce Stephen avait les 800 livres. Ils m'ont dit non. Il était à découvert. Il n'avait pas d'argent. Je leur ai dit, et vous le croyez ? Oui, bien sûr. Puis ils m'ont dit que selon Stephen Porte, Anthony avait pris de la drogue, qu'il était allé vomir, puis qu'il en avait repris. Je savais que c'était faux. Depuis tout petit, Anthony avait la phobie de vomir. Donc je leur ai dit, si Anthony avait été malade, il se serait enfui. Ça ne colle pas. Pour la police, la mort d'Anthony n'a rien de suspect.
Donc Stephen Port a juste à adapter son récit à ce que pensent les enquêteurs pour confirmer leur hypothèse. Les policiers lui donnent des bribes d'informations. Il ajuste son récit en fonction et personne ne remet en question ses changements de version, alors qu'ils auraient dû le faire. Ça aurait dû éveiller leurs soupçons. Je lui ai envoyé des photos de moi et mon adresse sur WhatsApp avec mon propre téléphone. Si j'avais vraiment eu l'intention de lui faire du mal, je n'aurais pas agi aussi bêtement. Il ne lui a pas donné sa vraie adresse. Il lui en a donné une fausse. Il s'est donné quelques années de moins et il lui a donné un faux nom. De prime abord, on pourrait voir ça comme une simple précaution de sa part, mais quand on y réfléchit, on pourrait aussi se demander si, en faisant ça, Stephen Port n'était pas déjà conscient qu'Anthony courait un risque en venant chez lui. Pour la police de Barking et Dagenham, les circonstances de la mort d'Anthony n'avaient rien de suspect. Ils ont décrété qu'il avait consommé de la drogue de son propre chef, qu'il en avait pris trop et qu'il était mort. C'était extrêmement frustrant. La police ne nous aidait pas. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vers qui on pouvait se tourner? Je me suis adressée à un député et je lui ai dit « ça ne va pas. Mon fils a été assassiné et personne ne fait rien. » Je suis Carl Turner, député travailliste pour East Earl. Depuis le début, Sarah disait que c'était de l'homophobie. Elle était convaincue que la police de Londres ne faisait pas son travail parce que son fils était gay. Je n'en étais pas persuadé. Mais elle pensait avoir raison, et elle évoquait constamment la question. Nous en avons fait part à la police de Londres, mais ils nous répondaient toujours « Vous vous trompez, tout va bien ». À chaque fois, on me disait « il n'y a rien à savoir de plus », mais ils n'essayaient même pas de creuser. On a reçu les résultats de l'examen toxicologique. Anthony Walgate avait une grande quantité de GHB dans le sang, et c'est ce qui avait provoqué sa mort. Donc ça venait étayer la théorie initiale, selon laquelle ce jeune homme gay se droguait quand il avait des rapports sexuels. Sarah savait qu'Anthony était contre la drogue. Il refusait même de prendre du paracétamol, et je la croyais. Est-ce que je la croyais quand elle disait que son fils avait été tué? Je n'ai jamais pensé qu'elle mentait ou qu'elle tirait des conclusions trop hâtives. Je n'avais pas d'avis sur le sujet. Je me disais simplement que la police de Londres ferait tout son possible pour s'assurer qu'il n'avait pas été assassiné. Ce qui me semble particulièrement évident, c'est que la communauté LGBT+ était terriblement mal comprise à l'époque. Je m'appelle Duncan, et cela fait 5 ans que je ne pratique plus le chemsex. Les premières applications de rencontres utilisaient déjà la géolocalisation. C'était devenu mon quotidien. Je ne cherchais plus à faire des rencontres amoureuses, mais plutôt à faire des rencontres pour avoir des relations sexuelles. Il existe des clubs et des saunas dédiés à ça. Il y a des applications qui vous indiquent qui est la personne la plus proche de vous. Il est très facile pour nous d'avoir des rapports sexuels consentis. C'est presque instantané. Je me suis toujours demandé comment faisait Stephen pour faire autant de rencontres. Lui qui avait tant de mal à s'ouvrir aux autres. Quand j'allais chez lui prendre un café, il était toujours sur un site. Stephen Port savait mettre les gens en confiance. Il avait une voix apaisante, il était calme, il était discret. On s'est rencontrés sur Lads Lads. Ce site n'existe même plus. L'idée, c'était de faire un plan à 3. Je l'ai rencontré chez lui. Il m'a paru tout à fait normal. Il avait un appartement, une voiture.
C'était une personne normale. On a attendu que son copain rentre pour se rapprocher. Mais c'était gênant. Quand ça ne prend pas, ça ne prend pas. Au final, je lui ai dit que j'étais fatigué et que j'allais rentrer chez moi. C'était notre première rencontre. Stephen recevait souvent des garçons qui faisaient aussi venir leurs amis, et ils allaient tous dans la chambre. Je me souviens d'une nuit où j'étais dans le salon et j'entendais tout. J'avais pas forcément envie d'être témoin de tout ça. Au fil des années, à mesure que notre amitié évoluait, j'ai remarqué qu'il était de plus en plus obnubilé par les hommes. Il en parlait beaucoup et c'était presque devenu une obsession. Ces applications peuvent être assez addictives. J'imagine que c'est un peu comme n'importe quelle application sur nos téléphones, comme les réseaux sociaux. On fait défiler sans fin. Puis en ligne, il y a beaucoup de gens qui prennent de la drogue. Et quand la tentation est là, comme ça a été le cas pour moi, ça devient problématique. Parce qu'on finit par allier le sexe à la drogue. Il sortait, il revenait une quarantaine de minutes plus tard, puis allait directement déposer quelque chose au frigo. De temps en temps, j'allais voir ce que c'était. Et je retrouvais toujours 2 petits flacons bleus. Il disait que c'était des médicaments. Puis un jour, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter un coupe-ongle. Il s'est penché vers sa table de chevet, il a ouvert son tiroir, et j'ai vu 7 petits flacons bleus. Je me suis dit que ça faisait beaucoup de médicaments. Il serait totalement injuste de dire que toute la communauté gay pratique le chemsex. Tout le monde ne prend pas de drogue et ne souhaite pas en prendre. Certains refusent très clairement d'en consommer. Je ne pratique pas le chemsex. C'est hors de question pour moi. En général, vous envoyez un message, vous demandez des photos et on vous en envoie. Chacun a ses préférences. Il y a des fétichistes. Chacun pose ses limites. L'autre personne les respecte et vous invite. On vous dit « Désolé, c'est pas pour moi ». Puis vous passez au suivant en espérant qu'il vous corresponde mieux. Les principales drogues utilisées dans le chemsex sont la crystal meth, encore appelée Tina, et le GHB. Je suis le docteur Simon Elliott et je suis toxicologue. L'un des grands dangers du GHB, c'est le dosage. Le dosage fait le poison. C'est la dose qui compte. Je suis allé frapper chez Stephen, et lui, qui d'habitude ouvrait très rapidement, a mis pas mal de temps à arriver. Il a fini par ouvrir, et il avait une mine terrible. On aurait dit qu'il avait à peine dormi. Il m'a conduit à la cuisine. J'ai tout de suite remarqué le très grand contenant sur la table basse. Il y avait plein de sachets avec de la poudre blanche et plein de petites fioles remplies de liquide. Puis son petit ami est arrivé et il avait l'air complètement dans les vapes. Il avait clairement pris de la drogue. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc il fallait que je m'en aille rapidement. Le chemsex, ce n'est pas juste le fait de se droguer pour coucher avec quelqu'un. Il y a aussi tous les effets qui en découlent, la redescente et tout ce qui se produit entre 2 actes sexuels et pendant l'acte sexuel. C'est se balader dans la rue en pleine nuit en espérant faire une nouvelle rencontre. C'est s'asseoir aux arrêts de bus en faisant semblant d'attendre le bus, alors qu'on réfléchit juste à l'endroit où on va aller pour se procurer plus de drogue. C'est aussi ça, le chemsex. À l'hôpital, on a des patients qui arrivent dans le coma, totalement inconscients, à cause d'une intoxication au GHB. Le personnel médical fait son possible pour les maintenir en vie jusqu'à ce qu'il n'ait plus de drogue dans l'organisme. Puis ils se réveillent et sont renvoyés chez eux sains et saufs. En cas de surdosage, un patient qui n'est pas pris en charge à temps peut ne jamais se réveiller de son coma.
Je suis Emily Penning, correspondante du Old Bailey pour la presse Association News Agency. Je n'avais jamais entendu parler du chemsex. Je ne savais presque rien sur le GHB. Donc, j'ai beaucoup appris sur le sujet. Et à ce moment-là, je n'avais aucune information sur les victimes. Gabriel Kováři était venu de Slovaquie pour devenir professeur d'anglais. Il avait l'âme d'un artiste. La Slovaquie est un endroit beaucoup plus conservateur que Londres. Il était venu à Londres dans l'espoir de se trouver et de se sentir plus libre que dans son pays d'origine. Il avait tellement envie de vivre à Londres qu'il aurait été prêt à dormir dans la rue s'il le fallait. Il a dit à l'un de ses amis qu'on lui avait proposé une chambre gratuite dans un appartement de Barking. Ses amis se sont posé des questions et ils étaient un peu inquiets. Mais Gabriel était déterminé. En 2014, Stephen a commencé à changer de numéro assez souvent. C'était un peu agaçant et je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et avant de changer une énième fois de numéro, il m'a envoyé ce message. « Salut voisin !» Salut voisin, tu devrais venir rencontrer mon nouveau coloc, un petit Slovaque. J'ai dit « Ok », puis il a répondu. Il a 22 ans, il est mignon, grand et mince. Puis je lui ai dit que je passerais. Gabriel était différent des conquêtes habituelles de Stephen. Il était intelligent, éloquent, ambitieux. Il avait plein de projets. Il était très sympathique et très bavard. Il y avait une certaine tension entre lui et Stephen. Mais j'ai vite remarqué que Stephen ne plaisait pas à Gabriel. Gabriel correspondait au standard du twink, donc je suppose que Stephen le trouvait attirant. Mais pour moi, Stephen n'avait aucune chance sur ce coup. À un moment donné, Stephen est allé aux toilettes. Et Gabriel s'est penché vers moi et m'a dit à voix basse, « Stephen n'est pas celui que tu t'imagines. Ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas une bonne personne. » Et avant que je ne puisse en savoir plus, Stephen est revenu dans la pièce. J'étais un peu inquiet pour Gabriel. Je l'ai trouvé sur Grindr et je lui ai envoyé un message en disant « Si ça se passe mal avec Stephen, tu peux venir chez moi quelques nuits. Tu es le bienvenu. » Et il m'a répondu en disant « Oh oui, ce serait super. Merci beaucoup. » Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Gabriel pour prendre des nouvelles. Mais je n'ai pas eu de réponse de sa part. Le 26 août 2014, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Mon nouveau numéro, efface l'autre. Stephen, ton voisin. Je venais tout juste de rencontrer Gabriel, donc je lui ai répondu en disant « Comment va Gabriel ?» Et Stephen m'a répondu « Il a déménagé chez un autre gars. Il bouge pas mal, lol. » Ça m'a paru très rapide, donc j'ai répondu « Mince, tu sais chez qui il est allé ?» Et Stephen m'a dit
Non, chez un soldat qui lui plaisait. Il discutait avec lui en ligne. Dommage, je l'aimais beaucoup. Je m'appelle Barbara Denham. J'habite à Barking depuis plus de 35 ans, depuis 1988. Tous les jours, depuis que j'ai un chien, je commence ma journée de la même façon. Je promène d'abord le chien, puis je rentre et je prends mon petit déjeuner. En général, je remonte la rue en empruntant le petit chemin et je promène le chien autour de l'abbaye de Barking. En tout, il y a 4 zones distinctes. Il y a un parc de ce côté, puis les ruines de l'abbaye, le cimetière de l'église et un autre parc de l'autre côté. Je suis sortie, j'ai tourné à gauche pour emprunter le chemin et j'ai vu un jeune homme assis un peu comme je suis assise maintenant. La tête baissée, le dos contre le mur. Et je me suis dit qu'il était sûrement en train de dessouler de sa soirée de la veille. Il avait les cheveux noirs, de grosses lunettes de soleil un peu de travers. Je suis passée devant lui et j'ai eu un pressentiment étrange. Il n'a pas bougé d'un poil. Alors j'ai décidé de revenir sur mes pas et de tenter d'attirer son attention. Je me suis mise à taper des mains. J'ai dit « Ouh !» mais aucun mouvement de sa part, même pas un battement de cils. Il ne saignait pas, il n'était pas blessé, mais j'étais convaincue qu'il y avait un problème. Pas un seul instant, je ne me suis dit qu'il avait eu un souci de santé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite compris qu'il était mort. C'était le corps de Gabriel Kovari. Il est mort d'une overdose de GHB. L'appel nous est parvenu peu après 9 heures. Et quasiment au même moment, les enquêteurs ont décidé que la scène de crime n'en était pas une. Et la mort a été classée comme une mort inexpliquée et non comme une mort suspecte. Ils ont clos le dossier très rapidement, alors qu'un jeune homme avait quand même été retrouvé mort dans la rue. En l'espace de 5 ou 6 heures, l'affaire était classée. À l'époque, je n'avais personne à qui en parler. Donc je me suis assise avec une tasse de thé et une tranche de pain pour prendre le temps d'assimiler ce que j'avais découvert et ce qu'il s'était passé. J'étais sous le choc. Tout comme pour Anthony Walgate, la police a décrété que la mort de Gabriel Kovari n'avait rien de suspect. Il était mort d'une overdose et c'était tout ce qu'il savait. Le 30 août 2014, Stephen m'a dit « Tu as vu Gabriel dans le coin? J'essaie de le joindre, mais son téléphone est éteint depuis quelques jours. » Je lui ai répondu « Non, il ne m'a pas recontacté. » Puis Stephen a répondu « S'il te plaît, essaie de le contacter. Il m'a peut-être juste bloqué. Je m'inquiète pour lui. » Ça me paraît normal que Stephen s'inquiète pour Gabriel. Et ça m'inquiète encore plus. Pourquoi Gabriel a-t-il disparu? Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Alors le 1er septembre, je dis à Stephen, « Je crois que Gabe a disparu, c'est bizarre. » Et Stephen me répond, « Oui, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Il devait aller en Espagne, car c'est là-bas qu'il était censé étudier. Mais c'est étrange qu'il n'ait pas envoyé de message. Je serais bien allé voir la police, mais je ne connais même pas son nom de famille. » C'est un gentil et beau garçon, j'espère juste qu'il va bien. Une fois encore, il essaie de contrôler le récit des événements. Et pour la première fois, quelqu'un lui pose des questions, ce qui le pousse à inventer une toute nouvelle histoire.
Le 11 septembre 2014, j'ai reçu un long message de Stephen qui disait « Salut voisin ». Salut voisin, j'ai appris une triste nouvelle de la part d'un ami de Gabriel. Gabe est retourné en Espagne pour se remettre avec son copain. Je n'étais pas au courant. Et il est mort d'une infection à son arrivée. Je suis trop triste. C'était notre ami. Son message m'a complètement sidéré et j'ai répondu « C'est pas vrai, je suis choqué, point d'exclamation. Merci de me l'avoir dit. » Ryan pose tellement de questions à Stephen que ça finit par l'agacer. Il veut clore le sujet. Ryan continue de l'interroger sur ce qu'il s'est passé, mais il ne veut plus lui répondre. Il en a marre, donc le seul moyen de clore le chapitre une bonne fois pour toutes, c'est de lui dire que Gabriel est mort. J'ai aimé l'affection que m'a apporté chacun de mes copains. C'était des relations passionnelles, mais je n'étais jamais satisfait de ce que j'avais. Je voulais toujours plus, mais jamais au point de faire du mal aux autres. J'ai de la compassion pour les autres. Je suis quelqu'un de calme et de non-violent. Il s'appelait Daniel. Son prénom complet lui allait beaucoup mieux qu'un quelconque surnom. C'était un garçon réservé. Nous sommes Mandy et Adam Whitworth. Les parents de Daniel Whitworth. Je crois que je m'en doutais depuis qu'il avait environ 12 ans. Je me disais qu'il était sûrement de l'autre bord, comme on dit. Mais ça ne m'inquiétait pas du tout. C'était juste une observation de ma part. C'était peut-être le cas, mais ce n'était pas un problème. C'était un bosseur. Il n'était absolument pas paresseux. Pendant un jour ou deux, je ne me suis pas trop inquiété. Mais je crois qu'au bout de 3 jours, ça a commencé à me tracasser. Il était injoignable. Je lui ai laissé plein de messages. Oui, on était vraiment inquiets. Plein de messages. La disparition de Daniel a été signalée, mais elle a été associée à un risque modéré. Par conséquent, les autorités n'ont pas fait de recherche. On parle de risque modéré quand la personne n'est pas suicidaire. Ce samedi-là, après être entré dans le cimetière, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder dans cette direction. Quand il vous est arrivé une chose pareille, vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier s'il y a un corps à chaque fois que vous passez devant. Puis j'ai continué à avancer et je me suis dit, non, c'est pas vrai. Un autre jeune garçon assis presque exactement au même endroit, dans la même position. Encore une fois, je me dis qu'il doit dessouler. Je passe devant lui avec Max et je me rends compte qu'il ne bouge pas. Il reste immobile. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser là sans rien faire. Il a dû lui arriver quelque chose. Il était tellement pâle que j'ai supposé qu'il était mort. Puis j'ai remarqué ce qui ressemblait à un bout de papier dépassé de la poche de sa chemise. J'en ai fait part à la police quand je les ai appelés. J'ai dit, je crois qu'il y a un mot dans sa poche. La police a été appelée sur les lieux et a découvert un autre jeune homme, assis bien droit, sans aucune blessure visible, aucune trace de lutte, aucune trace de viol ou d'agression, à l'endroit même où Gabriel avait été retrouvé. Je suis rentrée chez moi, j'étais bouleversée. Je me sentais extrêmement mal pour la famille, pour les parents. Pour ce jeune garçon, ça m'a beaucoup perturbée.
Un autre jeune garçon avait perdu la vie sans raison apparente. De quoi était-il mort? Il a été retrouvé le 3e jour. Oui, Tu étais dans la cuisine quand la police a frappé. je devais aller au travail. J'étais en train de me préparer quand tu m'as dit de venir. Je crois que je savais ce qu'ils allaient dire, mais je n'avais pas très envie de les entendre me l'annoncer. Oui. Je leur ai ouvert. Ils ont tout de suite retiré leur casquette. Et mon cœur s'est serré. Daniel avait été retrouvé à Barking avec une lettre de suicide. Tu leur as demandé si c'était vraiment lui. Oui, on se raccroche au moindre espoir. Je leur ai dit qu'ils faisaient peut-être erreur sur la personne. Ils ont répondu « Non, on a retrouvé son permis de conduire dans la poche arrière de son pantalon. On est certain que c'est lui. Donc vous n'avez pas à venir l'identifier. » Ils ont dit que ça ressemblait à une overdose. Quand il a été retrouvé, Daniel était assis sur un drap. Il avait de la drogue dans sa poche. Et il avait aussi une lettre qu'il était censé avoir écrite. Tous ces éléments potentiellement riches en ADN pouvaient faire avancer l'enquête. C'était autant de preuves médico-légales à exploiter. Ils nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils allaient nous envoyer un échantillon de la lettre pour qu'on essaie d'identifier son écriture. C'était l'agente Adeyemo Phillips qui s'occupait de ça. Ils nous ont juste envoyé la dernière ligne de la lettre. J'ai jeté mon téléphone quelque part dans l'herbe. Désolé tout le monde. C'était un peu bizarre. On voulait lire la lettre en entier. Quand on vous annonce que votre fils s'est suicidé, vous n'avez qu'une envie, c'est de savoir pourquoi. Et cette lettre pouvait nous apporter des réponses. On n'avait qu'un bout de phrase. Ça ne ressemblait pas à son écriture. Mais il n'avait pas vraiment de style d'écriture non plus. Les gens n'écrivent plus de nos jours. Tout se passe sur un écran. Puis on nous a retéléphoné en disant « Vous avez réussi à identifier son écriture ?» Et j'ai dit « Non, on n'a pas réussi. » Mais malheureusement, Adeyemo Phillips a écrit dans son rapport « La famille a confirmé qu'il s'agissait bien de l'écriture de Daniel. » Et tous les agents de police ont pris cette information pour argent comptant. Plusieurs jeunes homosexuels ont été retrouvés dans la même zone géographique à quelques mois d'intervalle, soi-disant morts d'une overdose. Ça aurait dû alarmer les autorités. Au Barking et Dagenham Post, on commençait à se demander si ces décès n'avaient pas un lien. On trouvait ça étrange. La police a affirmé que c'était inhabituel, mais que ça n'avait rien de suspect. Le rédacteur en chef avait du mal à y croire, mais quand c'est la police qui vous le dit, c'est tout ce que vous pouvez publier. Et honnêtement, publier un article intitulé « Inhabituel mais pas suspect » pour parler de la découverte de 3 corps, ça pose question sans même que les journalistes n'aient à dire quoi que ce soit. Après la mort d'Anthony, je n'arrêtais pas de consulter le Barking and Dagenham Post. J'ai lu l'article, puis j'ai cherché l'adresse de Stephen Porte et j'ai remarqué qu'il habitait juste à côté. J'ai appelé mon agent référent qui m'a dit d'un ton très sec « Il n'y a aucun lien entre eux ». J'ai répondu « Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coïncidences? Ils habitent tous dans le même coin. » Il m'a répondu « Non, l'un d'eux était un étranger et l'autre ne vivait même pas dans le quartier. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. » Mandy et moi avons été autorisés à voir la lettre. On voulait lire cette lettre de suicide. Quand je l'ai vue, j'ai dit « Mais rien ne prouve que c'est Daniel qui l'a écrite. Il n'y a pas de nom. Personne n'est mentionné. Il n'y a rien. Il n'y a aucune information personnelle. »
La lettre expliquait que Daniel avait eu des relations sexuelles avec Gabriel Kovari, que Gabriel était mort d'une overdose alors qu'ils couchaient ensemble, et que Daniel s'était senti tellement coupable qu'il avait lui aussi décidé de mourir d'une overdose. Il était écrit « Ce n'est pas la faute de l'homme avec qui j'étais la nuit dernière ». Étant donné que la lettre mentionnait quelqu'un d'autre, on a insisté pour qu'ils essaient de savoir qui était cette personne et il fallait la retrouver. Pour moi, c'était sûrement cet homme qui lui avait fourni la drogue. Si tant est qu'il avait vraiment pris de la drogue, parce que ce n'était absolument pas son genre. Cette lettre a tout de suite éveillé nos soupçons. Donc, on en a fait part à l'agent Slaymaker. Ce à quoi il a répondu « Vous vivez un deuil terrible », ce qui était vrai. Vous êtes un peu perdu, Daniel se sentait extrêmement mal. Donc, ce qu'il a écrit peut ne pas lui ressembler, c'est normal. La lettre a clairement orienté l'enquête. C'était la solution de facilité. Elle offrait à la police une hypothèse et une solution simple. Elle permettait de clore deux affaires rapidement sans avoir à mobiliser plus de ressources ni à enquêter davantage. On n'arrive pas à accepter qu'il ait pu tuer quelqu'un et qu'il se soit suicidé 3 semaines plus tard. C'est comme un nuage qui plane au-dessus de nous. La police a conclu que les décès de Gabriel et de Daniel étaient liés. Alors ils n'ont pas cherché d'autres pistes. Et pendant ce temps-là, Stephen Port a été mis en examen pour la mort d'Anthony, parce qu'un député local engagé par la maman d'Anthony avait fait pression sur la police et les avait obligés à agir et à prendre des mesures. Je n'en reviens pas. J'avais jamais eu accès à ce document. C'est la première fois que je le vois. C'est le rapport qui a été adressé au parquet pour décider si oui ou non il devait engager des poursuites. Sur la première page sont censés figurer les faits. Et sur la première ligne, il est écrit « Le défunt, un homme qui se prostituait ». J'imagine qu'ils font référence à Anthony. Ils ont écrit « Un homme qui se prostituait est mort dans le lit du suspect d'une overdose de GHB ». Anthony ne se prostituait pas. Selon moi, le fait que certains éléments suggèrent qu'il travaillait comme escorte ce soir-là a presque suffi à le dévaloriser et à décrédibiliser l'enquête. Et c'est très triste, parce que c'était un jeune homme dans la fleur de l'âge qui travaillait dur et qui avait toute la vie devant lui. Dans ce document, ils examinent les chefs d'accusation possibles et ils envisagent le meurtre ou l'homicide involontaire. Mais ils indiquent aussi qu'ils n'ont aucune preuve pour étayer ces deux hypothèses et qu'ils auraient pu accuser Stephen d'avoir fait perdre du temps à la police, mais que le délai de prescription était écoulé. Donc, selon ce document, la seule possibilité était de le poursuivre pour entrave à la justice. C'est ce qu'ils ont fait. Ça me choque. Pour moi, c'était une victoire parce qu'on était intervenus. Ils avaient fait ce qu'on leur avait demandé. Ils avaient enquêté sur l'affaire et ils avaient obtenu des résultats. Ils l'avaient mis en examen. Mais Sarah n'était pas du tout satisfaite. Elle était profondément bouleversée par le fait que la liberté sous caution lui ait été accordée. Elle a tout de suite dit « Ils ont libéré un meurtrier. Il a tué mon fils. Et il tuera à nouveau. » Ça soulève beaucoup de questions. Ça n'a aucun sens. Ce type nous a menti, mais on va se contenter de l'accuser d'entrave à la justice. Après la mise en examen de Stephen Port, j'ai reçu un appel. L'homme s'est présenté comme un haut gradé.
Il était assez catégorique, assez ferme. Il m'a clairement fait comprendre que Sarah Sack donnait beaucoup de travail à la police de Londres, que mes interventions leur donnaient aussi beaucoup de travail, et qu'il n'avait franchement pas besoin de ça. Il m'a dit que les apparences étaient parfois trompeuses. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, et il m'a répondu en employant exactement ces mots. Vous savez quel genre de personne c'était. À ce moment-là, j'étais vraiment furieux. J'ai commencé à me dire que Sarah Sack avait raison et que c'était de l'homophobie. Il a pris 8 mois. 4 mois de prison ferme et 4 mois de liberté surveillée. La police avait dit, c'est très sérieux, il pourrait écoper de plusieurs années de prison. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Stephen a subitement arrêté de répondre à mes messages. J'ai demandé à l'un de ses amis ce qu'il se passait et il m'a dit que Stephen était en prison. Comme j'avais vu de la drogue chez lui, j'ai tout de suite pensé que c'était lié à la drogue. Quand Stephen m'a recontacté à sa sortie de prison, j'ai voulu en savoir plus. Donc je lui ai demandé « Comment tu vas ?» et il a répondu « Très bien ». Très bien. Ça fait du bien de rentrer. Je vais d'autant plus apprécier ma liberté maintenant. Et comme je suis un peu curieux, j'ai voulu creuser et je lui ai répondu « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Et il m'a dit « Infraction mineure. C'était stupide. Une erreur de 60 secondes m'a coûté 10 semaines de ma vie en prison. » C'est affreux. Au moins, je n'ai pas perdu mon boulot, ni mon mec. Stephen Port se rend probablement compte qu'il est en train de s'en sortir. Il voit bien que les enquêtes de la police piétinent. Il n'est pas inquiété dans la mort d'Anthony et il n'est même pas soupçonné d'avoir un lien avec les décès de Daniel et de Gabriel. La police a décidé que Daniel et Gabriel étaient liés et que Daniel s'était suicidé. Mais il manquait l'expertise médico-légale. Il fallait encore que la médecin légiste détermine officiellement la cause de leur mort. Notre agent référent nous a dit, et je me souviens parfaitement de ces mots, « Vous n'allez rien apprendre de nouveau aujourd'hui. On va passer en revue ce qu'on sait déjà et on déterminera s'il s'agit d'un suicide ou non. » Et je dois dire que j'ai malheureusement appris beaucoup de choses. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est le fait qu'aucune analyse ADN n'ait été effectuée. Daniel Whitworth, par exemple, avait été retrouvé avec une lettre de suicide dans une pochette plastique, ce qui, de prime abord, paraît étrange. Qui prendrait la peine de mettre une telle lettre dans une pochette plastique? Mais aucun relevé n'avait été fait sur la lettre. Je pensais que c'était la police qui l'avait mise dans une pochette plastique. Mais elle avait été retrouvée comme ça. Donc, quand ils ont dit que son écriture avait dérapé parce qu'il était sûrement tombé dans les vapes en l'écrivant, ça ne tenait pas. C'était impossible. Si ça avait été le cas, comment il aurait pu ensuite mettre la lettre dans une pochette plastique? À la barre, un agent a dû admettre qu'il n'avait fait faire aucune analyse. La médecin légiste n'arrêtait pas de lui demander « Vous n'avez pas fait ça? Et ça non plus ?» Oui, elle était très curieuse. Comment se sont passées les analyses? On n'en a pas fait. Ils avaient omis de faire tout un tas de choses. Et la médecin légiste était furieuse. Elle lui a dit « Pourquoi n'avoir effectué aucune analyse? Pourquoi vous n'avez rien fait ?» Et il insistait en disant qu'on avait confirmé que c'était bien l'écriture de Daniel sur la lettre. C'était son argument. La famille l'a confirmé. C'était étrange que 2 cadavres aient été retrouvés dans le même cimetière à 2 semaines d'intervalle.
et qu'aucun relevé n'ait été fait. Ils l'ont reconnu ouvertement, mais ça n'a eu aucune répercussion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez lunaire. Puis le médecin légiste a dit « Je ne peux pas savoir s'il s'agit d'un suicide ou non, donc je ne me prononcerai pas à ce sujet. » Je m'attendais à une audience simple, mais j'en suis ressorti complètement dérouté. Je voulais qu'ils rouvrent l'enquête et qu'ils approfondissent les recherches. Comme la médecin légiste n'avait tiré aucune conclusion, je pensais que c'était possible. Mais apparemment pas. L'affaire était close. La médecin légiste n'était pas en mesure de dire si Daniel s'était bel et bien ôté la vie. Et ça s'arrêtait là. Je n'étais encore qu'un jeune journaliste, mais rien qu'en écrivant cet article, je savais que ça ne tenait pas debout. Un rédacteur est même venu me voir en me disant « Seb, c'est pas logique ». Je lui ai répondu « C'est pourtant exactement comme ça que ça s'est passé ». On ne pouvait pas faire mieux avec les informations qu'on avait. J'ai honte et je regrette profondément qu'on n'ait fait que répéter les mensonges d'un tueur en série sans s'en rendre compte. Je l'ai reconnu sur la photo. J'avais oublié son nom parce que ça remontait à quelques années. Il m'avait dit qu'il s'appelait Lance. Je savais que c'était faux. Mais c'est comme ça sur Grindr. Je voulais juste avoir des rapports sexuels, donc je me fichais de son vrai prénom. Il m'a tout de suite demandé si j'aimais le chemsex. Et je lui ai clairement dit non. Il m'a dit « Ok, on ne fera pas ça ». Alors j'ai accepté de le rencontrer. On a couché ensemble. Il n'arrivait pas à avoir d'érection. Et ça m'a rappelé une de mes premières expériences. Je m'étais retrouvé dans la même situation plusieurs années auparavant et je ne prenais aucun plaisir. Il est allé aux toilettes, il est revenu et il m'a injecté un liquide dans l'anus. J'ai eu mal. C'était douloureux. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait et il m'a dit qu'il m'avait mis du lubrifiant pour faciliter la pénétration. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il fasse ça. Et il m'a dit « Ok, mais c'est fait maintenant. Donc couchons ensemble » et on a continué. Au bout de 5 minutes, il en a eu marre et il est retourné aux toilettes. Puis il est revenu et il a recommencé. J'ai sursauté et j'ai dit « C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit non. » Et il m'a dit « Désolé, j'ai juste du mal à entrer. » Je lui ai répondu « Je m'en fous. » Et je sais pas pourquoi, mais j'ai accepté de continuer. Je pense que je me suis dit « Finissons-en, que je puisse rentrer chez moi. » J'ai commencé à avoir des vertiges, comme si j'étais sous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas et qu'il avait essayé de me droguer. Quand je voulais me droguer avec un gars, je lui en parlais toujours avant. Aucun homme n'est venu chez moi sans savoir ce qui était prévu. Puis il s'est de nouveau relevé pour aller à la salle de bain. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je parte. Je vais faire ce que mes parents m'ont appris et fuir cette situation dangereuse. Donc je me suis rhabillé. Il est revenu et il m'a demandé, « Tu vas où ?» J'ai vu la seringue dans sa main. J'ai dit, « Je rentre chez moi. » Il m'a donné un verre d'eau avant que je parte, que j'ai bu parce que je me sentais mal. Avec le recul, j'aurais peut-être pas dû, mais je l'ai fait. Et je lui ai demandé, « Est-ce que tu m'as drogué ?» Il a répondu, « Non. » J'ai menti en disant, « Je suis allergique à beaucoup de drogues. Donc tu dois me le dire si c'est le cas, parce que ça pourrait me tuer. » Mais il a continué à nier. Je ne les ai jamais obligés à essayer et je n'ai jamais drogué aucun d'entre eux. Ils sont tous repartis heureux et en bonne santé. Il a eu l'air un peu paniqué. Il m'a raccompagné à la gare de Barking pour que je prenne le bus. Je crois qu'il avait peur que je m'évanouisse.
Un corps a été retrouvé dans un coin sombre du parc qui se trouve à côté de l'église Sainte-Margaret à Barking. Curieusement, il était de l'autre côté du mur, à quelques mètres seulement de l'endroit où Daniel Whitworth avait été retrouvé, et avant lui, Gabriel Kovary. Les papiers retrouvés sur le corps indiquaient qu'il s'agissait de Jack Taylor. Il n'avait que 25 ans et il venait de Dagenham. Jack était comme beaucoup de jeunes hommes qui cherchent à mieux comprendre leur sexualité. Il cherchait sûrement à mieux connaître cette partie de lui qui était attirée par les hommes, et il voulait probablement explorer cette facette de sa personnalité. Je m'appelle Neil Hudgell. Je suis l'avocat des victimes de Stephen Port. Jack est retrouvé adossé au mur du cimetière. La police intervient et conclut qu'il n'y a rien d'anormal, alors même qu'à ce stade, au moins quelques policiers avaient pris part à chacune des enquêtes. Donc je trouvais cela inquiétant qu'ils ne fassent toujours pas le lien. Encore une fois, ils ont très rapidement décrété que ce décès n'avait rien de suspect. Dans le rapport, le sergent a indiqué « Je soupçonne une overdose ou une grave réaction à un mélange de médicaments et de drogue. » Puis il dit « C'est ce que j'en ai conclu en voyant la seringue contenant de la poudre blanche et un liquide clair. » Mais cette seringue retrouvée sur le corps n'aurait pas dû suffire à déterminer la cause du décès et la manière dont il s'est produit, ni à décider si la mort était suspecte ou non. Et aucune enquête complémentaire n'a été menée. Jack travaillait dans un entrepôt où étaient stockées des bouteilles de champagne très chères. Le personnel de l'entrepôt était régulièrement soumis à des tests de dépistage de drogue. Donc il n'aurait pas risqué son emploi. En plus, il espérait intégrer la police. S'il se faisait attraper pour consommation de drogue, ça aurait été fini pour lui. Donc sa famille savait très bien qu'il ne se serait jamais drogué. Jen et Donna Taylor, ses sœurs, étaient à la fois déconcertées et complètement dévastées. Pour elles, ça n'avait pas de sens. La mort de Jack cachait autre chose. Mais la police n'était pas de cet avis. La police de Londres se retrouvait face à deux femmes fortes, Donna et Jenny Taylor, qui n'acceptaient pas ces conclusions. Les deux sœurs ont passé des heures et des heures à analyser les moindres détails. Elles ont découvert les autres décès. Elles ont établi des similitudes entre eux. Le chemsex, les lieux où ça s'est passé. Elles ont examiné l'histoire personnelle des victimes et elles ont harcelé les enquêteurs. Puis elles leur ont demandé s'ils avaient des images de vidéosurveillance. Les images de vidéosurveillance filmées par les caméras de la gare de Barking montraient Jack juste avant qu'il ne soit retrouvé mort. On le voit, assez fluet, en train de marcher aux côtés d'un homme très grand. Les policiers n'avaient pas l'air de s'interroger sur cet homme. Alors Jen et Donna leur ont suggéré de l'identifier pour peut-être comprendre ce qu'il s'était passé. Pour la police, la mort de Jack Taylor n'avait rien de suspect. Comme ils avaient conclu qu'il était mort d'une overdose, ils ont décrété qu'il était inutile d'enquêter davantage et qu'il était inutile de diffuser ces images et d'allouer plus de ressources à cette affaire. Alors qu'elles étaient en plein deuil, les sœurs de Jack se sont battues et sont parvenues à convaincre la police de faire l'effort de diffuser les images de vidéosurveillance. Soit dit en passant, ce n'est même pas un effort, ils font ça tout le temps. J'ai vu la photo dans une publication sur les réseaux qui disait « Reconnaissez-vous cet homme? Il est le dernier à avoir vu Jack Taylor. » C'était clairement lui. Le profil, les cheveux blonds. Alors j'ai appelé la police en anonyme et je leur ai transmis le numéro et le nom qu'il m'avait donné.
même si je savais que tout était faux. Il a été identifié en quelques heures par un autre policier qui l'a reconnu et qui a dit « C'est Stephen Porte ». La police interroge Porte et commence à relier les faits. Porte sort tout juste de prison après avoir purgé sa peine, suite à la découverte du corps d'Anthony. Ils prennent enfin conscience qu'ils tiennent peut-être le responsable de tout ça et qu'il ferait mieux de confier l'enquête à la brigade criminelle pour faire le travail correctement. C'est Jack Taylor. Vous le reconnaissez? Non. Je ne reconnais pas son visage. Vous ne reconnaissez pas son visage? Pas du tout, non. Stephen, êtes-vous impliqué dans sa mort? Absolument pas. Avez-vous tué Jack Taylor? Non. À partir de là, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Ils l'ont d'abord relié à la mort d'Anthony, puis au décès de Gabriel et de Daniel. Stephen, est-ce que c'est vous qui avez écrit cette lettre? Non. La lettre qu'on a retrouvée sur Daniel? Non. Non. C'est pas moi. Vous nous dites la vérité? Je vous dis la vérité. À propos de la lettre? Oui. On a passé 1 an à tenter d'accepter le suicide. Adam était au travail quand j'ai reçu l'appel de Slaymaker. Et ses premiers mots ont été « ça ne va pas être facile à entendre ». Mais nous pensons avoir trouvé cette 3e personne, celle avec qui Daniel était. Et on pense que Daniel a été tué. Il a été très factuel. Je me suis dit, bon sang. Un homme a comparu devant le tribunal. Stephen Porte est accusé d'avoir drogué et tué 4 hommes dans l'est de Londres au cours des 14 derniers mois. Il aurait assassiné 4 jeunes hommes qu'il avait rencontrés sur des sites de rencontres gays. J'ai eu une forte douleur à la poitrine et j'ai éclaté en sanglots. C'était horrible qu'il prouve après tout ce temps que j'avais raison. S'il m'avait écouté depuis le début, les 3 autres garçons ne seraient pas morts. Sarah est la personne la plus déterminée que je connaisse. Quand j'y repense, ça m'émeut. Elle s'est battue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. 3 hommes sont morts, alors qu'ils ne devraient pas l'être. C'est terrible. Trois des 4 garçons qu'on a retrouvés morts étaient affalés contre le mur de l'abbaye. Pardon? Je savais pas. Vous ne saviez pas? Vous venez de l'apprendre? Oui. C'est vous qui les avez laissés là? Non, sûrement pas. Anthony a été retrouvé devant chez vous, avec une grande quantité de GHB dans le sang. Les 3 autres hommes ont tous été retrouvés contre le mur de l'abbaye. Regardez sur la carte. Tous ont été retrouvés contre ce mur, avec une grande quantité de GHB dans l'organisme. Vous avez une explication? Non, je n'en ai pas. J'ai regardé les dates. Et je me suis rendu compte qu'il avait rencontré Jack seulement 1 jour après moi. Je me suis senti coupable. Et c'est toujours le cas. Si à ce moment-là, j'avais fait preuve de bon sens et j'avais signalé ce qu'il s'était passé,
Jack ne serait peut-être pas mort. J'aurais pu faire plus, et je ne l'ai pas fait. Parce que les personnes gays n'ont pas confiance en la police. On n'est pas pris au sérieux. Et puis, comment dire à un policier qu'un type que vous avez rencontré sur une application et que vous êtes allé voir pour avoir des rapports sexuels consentis vous a agressé sexuellement? Ça paraît ridicule. Je pense qu'il m'aurait ri au nez. L'ordinateur de Stephen Port a été analysé. Et l'analyse a révélé, pour la première fois, l'étendue de l'obsession de Stephen Port pour les jeunes hommes gays et pour les vidéos mettant en scène des viols sous drogue. Il était constamment sur son ordinateur, toute la journée et toute la nuit, quand il ne travaillait pas. C'était à ça que se résumait sa vie. Êtes-vous impliqué de près ou de loin dans la mort de l'homme dont nous venons de parler, Gabriel Kovari? Non, pas du tout. J'ai tout de suite su qu'il était coupable et que c'était lui le tueur. Et j'étais complètement sidéré parce que j'avais des messages sur mon téléphone qui l'incriminaient. Ils prouvaient que Stephen avait raconté tout un tissu de mensonges sur Gabriel. Stephen, c'est très grave. Oui, je sais. Ok? Il est très important que vous nous disiez toute la vérité. Je n'ai fait que vous dire la vérité. Quand le procureur a ouvert le dossier, j'ai commencé à comprendre que ce ne serait pas un procès pour meurtre ordinaire. C'était plus que ça. Les preuves allaient être atroces. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu de pire dans un tribunal. Je n'ai jamais entendu sa voix et je ne veux pas l'entendre. Je n'étais pas au tribunal quand il a témoigné. Je ne pourrais pas supporter d'entendre sa voix. Il était détendu. Il riait. Il faisait des blagues aux policiers qui se chargeaient de lui. Il n'a pas montré une once de remords. L'accusation a décrit un homme obsessionnel, un homme obsédé par le chemsex et le viol. Il se fichait de savoir qui étaient ces garçons. Seul le sexe lui importait, peu importe les conséquences. Et tant pis s'il mourait. J'ai pris du GHB des centaines de fois, avec mes petits amis et avec plein d'autres gens. Et personne n'en est jamais mort. Mon rôle consistait à expliquer au jury ce qu'était le GHB, comment il pouvait être utilisé, comment il pouvait être consommé, quels étaient ses effets et comment il pouvait provoquer la mort. Chaque personne a son propre seuil de tolérance à la substance. Une dose qui provoque l'euphorie chez une personne peut avoir un effet sédatif chez une autre, et même lui être fatal. Le fait de droguer quelqu'un peut être perçu comme un crime non violent. Mais parmi les différents éléments de preuve présentés, il y avait une vidéo tournée par Stephen Port lui-même, sur laquelle on le voyait de manière très explicite, en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme complètement inconscient. Quand on voit ce qu'il faisait, on se rend compte que c'était en fait un crime extrêmement violent. J'ai regardé les jurés
et j'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient bouleversés. Certains ont pleuré en voyant les images. Mais il était important qu'ils comprennent ce que faisait Stephen Port, non seulement cette fois-là, mais aussi de manière très régulière. Un certain nombre de victimes qui ont survécu ont témoigné courageusement à la barre contre Stephen Port. Aller au tribunal, c'est sûrement ce qui m'a le plus traumatisé. J'ai dû revivre chaque moment. C'était interminable. J'ai beaucoup pleuré. Les survivants ont expliqué que Stephen Port administrait le GHB de deux manières. Soit il le mettait dans un verre de jus d'orange et le donnait aux victimes, soit il leur faisait croire qu'il leur injectait du lubrifiant. Ces personnes n'étaient pas consentantes. Elles avaient refusé de prendre de la drogue. Elles ont été droguées délibérément, sans même savoir ce qui leur arrivait. Je me suis demandé, et si j'étais resté? Et si il m'avait donné une dernière dose? J'avais des vertiges, comme si j'étais saoul. Je ne sais pas quel effet aurait pu avoir une autre injection. J'aurais sûrement perdu connaissance. La première dose peut vous rendre euphorique. La deuxième peut vous endormir. Et la troisième peut vous être fatale. Qui sait si j'aurais survécu à une autre dose? J'en sais rien. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ils ont vécu. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de les remercier. Je ne sais pas combien ils étaient, ni qui ils étaient. Mais on ne vous remerciera jamais assez. Entendre les victimes décrire son mode opératoire et raconter comment il agissait avec eux et ce qu'il recherchait, ça a permis aux jurés d'imaginer ce qu'ils faisaient durant les heures qui ont précédé les décès d'Anthony, de Gabriel, de Daniel et de Jack. Pour moi, chaque vie compte. Je ne suis pas un meurtrier. Ce n'est qu'un tragique accident. Un tueur en série qui trouvait ses victimes sur des sites de rencontres gays a été reconnu coupable du meurtre de 4 hommes. Stephen Port administrait des doses létales de GHB à ses victimes afin d'abuser d'elles alors qu'elles étaient inconscientes. Nous sortons tout juste du tribunal et nous avons enfin obtenu justice pour notre Jack. Notre Jack peut maintenant reposer en paix. 7 des victimes de Port ont témoigné contre lui. Et Port a été reconnu coupable de crimes commis contre chacun de ces individus. Et c'est important qu'on se souvienne aussi de leurs histoires. Je suis soulagé qu'on ait été pris au sérieux. Ça a permis à d'autres victimes de se manifester. Il doit y en avoir d'autres qui n'ont pas encore témoigné. Et je n'ose pas imaginer combien elles sont. Merci. C'est un mélange d'émotions ici aujourd'hui. La joie que justice ait enfin été rendue se mêle à une profonde douleur et à une grande angoisse face au fait que la police de Londres ait mis autant de temps à arrêter ce tueur en série. Étrangement, ça ne nous suffit pas. On était contents qu'il soit reconnu coupable, mais ça ne suffisait pas. Stephen Port a commis des crimes odieux et ce soir, il a reçu une peine à la hauteur de la gravité de ses actes. Le juge lui a annoncé qu'il finirait ses jours en prison. Pendant le procès, les familles ont appris des choses.
elles ont pu mieux se rendre compte de l'ampleur de l'incompétence de la police et de l'attitude problématique des enquêteurs. Et elles ne pouvaient pas faire leur deuil, parce que trop de questions restaient encore en suspens. La police de Barking et Dagenham a saisi l'inspection générale de la police pour qu'elle enquête sur le comportement de ses agents. Mais en fin de compte, l'enquête a conclu que parmi tous les agents impliqués, aucun n'avait commis de faute ou de faute grave nécessitant des poursuites. Le procès a permis de révéler beaucoup d'informations, ce qui a finalement engendré une grande enquête complémentaire. Nous savons comment ces 4 jeunes hommes sont morts. Nous savons qui les a tués. L'enquête complémentaire devrait permettre de déterminer si la police aurait pu arrêter Stephen Port plus tôt et si certains de ces décès auraient pu être évités. Cette enquête complémentaire a permis d'entendre ce que les policiers avaient à dire. Ils ont été obligés de témoigner. Il y avait beaucoup de choses que les familles avaient du mal à digérer. Les victimes avaient été décrites comme des sans-abri, des consommateurs de drogue, des travailleurs du sexe. Et c'est sur la base de ces descriptions que la police s'était fait une opinion sur les victimes à l'époque. Ça en dit long. Chaque famille a dû présenter des preuves lors de l'enquête complémentaire. Et d'une certaine manière, ça a été salvateur pour elles parce qu'elles ont pu décrire leurs proches tels qu'ils étaient, réellement, tout en contestant les stéréotypes qui avaient été utilisés pour les décrire. De nombreuses erreurs ont été mises en évidence durant l'enquête complémentaire. La pire des erreurs commises par la police, c'est de ne pas avoir pris la peine de se renseigner elle-même sur Stephen Port. Quand Anthony Walgate a été assassiné, Stephen Port était déjà soupçonné d'agression sexuelle. Ils auraient dû faire une simple vérification pour prendre connaissance de ses antécédents. Et je sais qu'en 2012 et en 2014, Stephen Port a été accusé d'avoir drogué et violé de jeunes hommes. Mais cela n'apparaît nulle part dans ces documents. Il y a eu toute une série de manquements fondés sur un récit initial erroné qu'ils n'ont cessé de vouloir valider dès le premier jour. Et dès le départ, ils ont commis une autre erreur majeure. Ils ont saisi l'ordinateur de Stephen Port sans même analyser son contenu, alors que cet ordinateur contenait tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'au moment où Gabriel a été retrouvé mort, Stephen Port n'aurait pas dû être en liberté. Aujourd'hui, un jury a déclaré qu'Anthony Walgate, Gabriel Kovary, Daniel Whitworth et Jack Taylor ont été assassinés. Le jury a également estimé que le décès de 3 d'entre eux, Gabriel, Daniel et Jack, aurait probablement pu être évité si la police avait enquêté de manière plus rigoureuse. Le constat est accablant. L'enquête inadéquate menée par la police de Londres sur les décès d'Anthony, de Gabriel, de Daniel et de Jack est l'un des plus grands échecs institutionnels de l'histoire contemporaine. Je n'ai cessé et ne cesserai jamais de le répéter, c'était de l'homophobie. Si une jeune fille de 23 ans avait été laissée pour morte près des poubelles, ils auraient enquêté davantage. Aujourd'hui, je pense que Stephen était peut-être plus intelligent que je ne le pensais. En général, on dit que ce sont les plus discrets, les pires. Si déjà à l'époque il réussissait à masquer tout ça derrière ses réponses brèves pendant que je lui parlais de tout et de rien,
c'est qu'il était très fort. Donner l'illusion pendant 10 ans, c'est remarquable. Je déteste cette photo. Elle me hante, parce que ce n'est pas la personne que j'ai rencontrée. Il était très doué pour duper les gens. Ce n'est pas la personne que j'ai vue, ni celle avec qui j'ai couché. Ce n'était qu'une façade. J'ai énormément de respect pour les personnes qui ont survécu à Stephen Port. J'encourage d'autres victimes à se manifester pour éviter que ça ne se reproduise. On ne peut pas permettre à des suspects, à des criminels, à des prédateurs d'agir à la vue de tous, simplement parce que des personnes homosexuelles ou différentes ne sont pas encouragées à se manifester. C'est la persévérance qui a permis de résoudre cette affaire. Ce sont aussi les familles, chacune à leur manière. Elles ont toutes clamé haut et fort qu'il s'agissait d'actes criminels. Si les familles, et en particulier Jen et Donna, ne s'étaient pas battues, on ne saurait peut-être toujours pas ce qu'il s'est réellement passé à Barking. Qui sait combien d'autres jeunes hommes auraient été drogués, violés et tués dans l'est de Londres. Actuellement, une nouvelle enquête de l'inspection générale de la police est en cours. Les familles espèrent obtenir des réponses et souhaitent que la police assume ses responsabilités. Elles veulent tout faire pour éviter que d'autres familles ne subissent l'injustice qu'elles ont vécue. Nous pensons que cette nouvelle enquête approfondie est nécessaire. Les faits sont là. Ils ont commis une longue liste d'erreurs. Et maintenant, ils vont devoir rendre des comptes. Ils vont devoir prendre leurs responsabilités. Daniel devrait être encore en vie. Oui. Vous pouvez avoir des aventures, mais assurez-vous d'être en sécurité. Vous avez le droit de dire non et de changer d'avis à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de coucher avec quelqu'un, simplement parce que vous avez dit oui 2 heures plus tôt. Vous avez le droit de partir et vous avez le droit de paniquer. Vous avez totalement le droit. Vous avez le droit d'être égoïste et passer pour un idiot ou vous ridiculiser. C'est toujours mieux que de voir vos parents vous enterrer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai des souvenirs incroyables de lui. Et c'est tout ce que je garde en tête. Je ne me souviens pas de Daniel comme d'une victime. On a vécu toute une vie ensemble. Lui et moi, une très belle vie. J'ai de merveilleux souvenirs de lui. Anthony disait toujours, « Tu verras, Setza, un jour je serai connu et tout le monde parlera de moi. » C'est le cas, mais pas pour les bonnes raisons. Il disait toujours qu'il deviendrait célèbre. J'ai couvert cette affaire pendant de nombreuses années. Et au fil du temps, j'ai réalisé que ce qui unissait ces jeunes hommes, ce n'était pas tant la manière dont ils étaient morts, mais plutôt l'avenir prometteur qui les attendait. Ils avaient des ambitions, ils avaient des rêves, ils avaient du talent et chacun à leur manière, c'étaient des êtres humains extraordinaires.